Approchez-vous de vos fauteuils et regardez-vous dans la glace. Regardez-vous tel que Dieu vous a créé. Nous ne sommes pas faits pour vivre par l'intermédiaire d'une machine. Vous voulez dire que le singe pilote ce bras uniquement par la pensée? Exactement. Il y a une centaine de capteurs, reliés chacun à une cellule cérébrale, neurone. Les personnes lourdement handicapées vont pouvoir piloter des corps synthétiques de substitution. C'est une très grande source d'espoir pour l'avenir. Avec cette technique à notre disposition, dans le cadre d'un conflit, c'est quelque chose qu'on verra de plus en plus. Avec le développement des moyens de production dans les domaines militaires et industriels, les clones de substitution sont désormais à la portée de toutes les bourses, ce qui a révolutionné nos modes de vie. La possibilité de sortir de chez soi sans prendre le risque de tomber malade ou d'être blessé, d'avoir un physique idéal sans avoir recours au sport ou à la chirurgie esthétique. Peu à peu, ils deviendront comme tout le monde, ça c'est certain. Ce ne seront pas des êtres humains, mais ils feront partie de notre communauté. Là-dessus, il n'y a aucun doute pour moi. La Cour suprême a finalement statué à 5 voix contre 4 en faveur de la législation à l'usage des clones dans la vie courante. Nous assistons à un événement d'une importance capitale, au niveau de l'humanité et de son évolution. Selon la société VSI, qui est le leader sur ce marché, plus de 98% de la population mondiale a recours aux clones de substitution dans tous les domaines de la vie quotidienne. C'est un changement profond auquel nous assistons. Ce qui était avant inimaginable est devenu incontournable. Depuis que l'usage des clones de substitution s'est généralisé, les chiffres de la criminalité n'ont cessé de baisser. On a pu constater une diminution spectaculaire des crimes, des épidémies et des actes de discrimination. Des problèmes qui affectaient toutes les sociétés depuis des siècles ont été résolus presque du jour au lendemain. Nous voilà devenus des créateurs. Nous pourrons leur faire faire tout ce qu'on aura envie qu'ils fassent. Tout ça dans une machine. Mais il existe une petite minorité qui s'oppose activement au clonage de substitution et agit pour en limiter l'usage. Cependant, nombreux seront ceux, à coup sûr, qui y verront une invasion de l'inhumain. Ils ont établi de véritables réserves, des enclaves sans clones, dans les principales villes du pays. Ils ont pour leader Zahir Powell, que ses partisans ont surnommé le prophète. Toutes ces machines qu'on croise désormais dans nos rues sont illusoires. Ces clones qu'on vous a vendus sont illusoires. Bonjour à tous. Là, vous venez de voir un petit extrait du film Clone dans lequel jouait Bruce Willis. La thématique de ce film, c'est on se retrouve dans une société futuriste où des clones robotisés remplacent les êtres humains. Et les êtres humains restent chez eux et téléguident leurs clones par l'intermédiaire d'une interface chez eux. Donc, comme ce clone et leur sosie identiques, ils le mettent, ils le font vivre grâce à cette interface, et eux restent dans leur salon. Alors que le clone, lui, est dans la société, il marche, il vit, mais c'est un robot. Je fais cette petite vidéo pour vous dire ce qui nous attend dans le futur, parce que, comme vous le savez, on s'oriente progressivement vers une société ultra robotisée. Depuis plusieurs années, on assiste à une automatisation accélérée dans plusieurs secteurs d'activité de la société, et l'industrie n'est pas épargnée par cette politique de modernisation qui se concrétise par l'utilisation de plus en plus de machines robotisées. Ce nouvel apport technologique permet entre autres au patronat de faire diminuer les coûts de production tout en devenant beaucoup plus compétitif avec ses voisins. Le robot n'est pas confronté aux aléas de l'être humain qui, lui, se fatigue, peut tomber malade ou réclame des augmentations de salaire. Ce qui n'arrive pas pour un robot bien entretenu. Mais cette stratégie de l'automatisation accélérée détruit des millions d'emplois à travers le monde, et surtout en France aussi. Et cela dans plusieurs secteurs d'activité. Rajoutez à cela les deux chocs pétroliers et vous vous retrouverez devant une crise qui ressemble assez étrangement à celle qui avait précédé l'arrivée des fascismes dans les années 40. Le premier choc pétrolier qui avait eu lieu en 1973, qui était lié à la guerre du Kippour, c'est la guerre des pays arabes contre Israël. Puis le second choc pétrolier qui lui était apparu avec la révolution iranienne de 1979 stimuleront la montée du chômage dans les différents pays européens. Ces deux chocs pétroliers modifieront en moins de 10 ans le paysage économique de la planète en général et de l'Europe et de la France en particulier.
Quelques années après le premier choc pétrolier de 1973, le nombre de chômeurs en France était passé à 750 000 en 1975, hein. Puis à 2 millions en 1982. Vous voyez un peu la montée incroyable. Et étrangement, c'est à cette date de 1982 que nos chers médias avaient commencé à nous présenter sur les antennes de télévision, hein, l'émergence d'un nouveau parti d'extrême droite qu'on appelait le Front National. Ce que le gouvernement et l'oligarchie économique ne pouvaient dire ouvertement de peur de devoir passer pour des fascistes, hein, ben, ils finiront par le dire par l'intermédiaire du Front National, hein. Du moins ils feront passer leur message, hein. Ils feront ainsi passer leur message plus ou moins xénophobe, hein, pour faire comprendre à l'immigration, aux immigrés surtout, qu'ils doivent retourner dans leur pays, hein. C'est pas dit directement, mais par l'intermédiaire du Front National, eh ben, c'est un peu l'oligarchie qui s'exprime, hein. Aujourd'hui, c'est encore plus flagrant avec les attentats de Daesh, hein. Nous avons la même oligarchie qui se sert de son réseau médiatique, hein, pour exploiter les attaques terroristes de Daesh, hein, afin de discriminer les musulmans et surtout faire monter à une certaine xénophobie, hein, pour se débarrasser du musulman, hein, qui est le mot de la société, hein. C'est à cause de lui que la société serait en crise, hein, d'après l'oligarchie, hein. Bah, la crise des subprimes en 2008 ne fera qu'accélérer ce mouvement xénophobe entretenu par les différents pays européens afin de détourner l'attention de leur peuple des vrais problèmes sociaux du pays, hein, qui sont dus, comme vous le savez, principalement aux dérives d'un système économique capitaliste qui permet à une minorité régnante, hein, de s'accaparer la richesse des nations. Bon, cette minorité régnante, hein, comme vous le savez, ce sont les fameuses oligarchies, dont je parle souvent dans mes vidéos, hein. Le facteur immigré avait toujours servi de bouc émissaire aux oligarchies pour détourner la colère des peuples. Comme j'ai évoqué la crise des subprimes en 2008, selon vous, où seraient passés les milliards que les gouvernements avaient donnés généreusement à toutes ces banques qui étaient en quasi-faillite, hein, à cause de l'achat d'actions toxiques, hein, qui ne valaient plus rien sur le marché des spéculateurs, hein, surtout de la spéculation. Depuis l'année 2008, nous sommes effectivement confrontés à une crise économique qui continue d'affaiblir l'économie de plusieurs pays, hein. Pour que leur système économique ne s'écroule pas, une majorité de nos gouvernements ont dû injecter des milliards d'euros ou de dollars aux banques qui menaçaient de faire faillite. Et les milliards donnés par contribuables dans une multitude de pays, hein, qui avaient été donnés aux banques n'auraient pas vraiment sauvé l'économie du pays, hein, mais auraient permis de renforcer l'activité de leurs finances, hein, qui avait été mis au plus mal, hein, par les activités spéculatives, en particulier sur ces fameux crédits hypothécaires, hein, qu'on appelle les subprimes. Et en échange de l'apport de cet argent aux banques, les gouvernements s'attendaient à une augmentation du crédit bancaire, hein, en particulier aux petites et moyennes entreprises, hein, pour sortir de la récession économique, hein. Mais bon, nos chères banques avaient préféré garder ces milliards donnés par le contribuable, hein, par l'intermédiaire du gouvernement, bien entendu, hein, pour se renforcer, payer ses actionnaires et surtout profiter de cette manne financière pour acquérir les biens de ses concurrents qui avaient été affaiblis par la crise, hein. Donc on peut donc dire que l'argent du contribuable avait profité aux banques et non pas à l'ensemble de l'économie, hein, nationale. Et je ne pense pas que nos chers médias évoqueront ce nouveau dérapage de nos banques, hein. C'est assez compréhensible, hein. Les banques et les grands groupes industriels, c'est-à-dire notre oligarchie, hein, a fini par prendre le contrôle de plus de 90% de notre réseau médiatique. Donc je ne vois pas des journalistes dénoncer ce que ces banques ont fait de l'argent, en sachant que leurs patrons sont des banquiers. Bah oui. Nos journalistes préfèrent mettre l'accent sur les activités terroristes de Daesh, hein. Ainsi on occupe les antennes avec du sécuritaire tout en occultant les vrais problèmes de la société, hein. Bah, depuis le choc pétrolier de 1973, qui avait provoqué une autre crise économique qui s'était soldée par la montée en flèche du nombre de chômeurs, hein, dans les différents pays européens, on peut dire que nos gouvernements, aidés de certains médias appartenant aux différentes oligarchies européennes, n'ont eu de cesse de chercher un bouc émissaire contre lequel on pourrait orienter le mécontentement populaire. Et ainsi, au lieu de dénoncer les déviances d'un système économique capitaliste qui ne profite qu'à une minorité agissante, nos médias télévisuels, radiophoniques et écrits, hein, mettent en scène, à travers beaucoup de leurs reportages, les dangers d'une immigration massive dans le pays, hein. On fabrique ainsi le bouc émissaire idéal, hein. Et ça, ce n'est pas qu'en France, hein, c'est dans tous les pays européens, hein. Vous aurez la même politique, hein. Donc, puisque comme dans ces mêmes pays, les médias sont contrôlés par l'oligarchie, donc ils vont faire des reportages pour vraiment mettre en avant le problème immigré dans leur pays.
Ainsi, les gens seront focalisés sur les dangers de l'immigration et oublieront complètement que leur problème économique vient en réalité des dérives d'un système capitaliste, hein, dont la spéculation nous fabrique des bulles spéculatives qui, tôt ou tard, la dernière va pas tarder à éclater, je pense. Hein. Pour l'instant, c'est maintenu artificiellement, mais vous verrez, hein, tout cet argent virtuel, ça ne tiendra pas longtemps. Hein, vous verrez, cette bulle spéculative va éclater. En faisant croire à l'opinion nationale que l'immigration était la seule responsable de cette montée du chômage, hein, nos médias influenceront et inciteront les électeurs populaires à soutenir les partis politiques qui prétendront arrêter, voire limiter l'immigration dans leur pays. Ainsi, les ouvriers des différents pays européens se mettront à voter pour des partis de droite, voire d'extrême droite, hein, et ils se retrouveront à soutenir des partis politiques qui encourageront cette politique ultralibérale qui détruit l'emploi, la fonction publique et baisse l'impôt des plus riches. En langage plus clair, nos ouvriers votent pour des partis qui détruisent leur travail en gros. Mais bon, grâce à la subtilité du réseau médiatique, on leur fait croire que lorsque vous allez voter pour ces partis, ben, ils vont se débarrasser de l'immigré, donc vous allez retrouver du travail. Ah oui, mais c'est pas aussi simple que ça, hein, vous verrez. Hein. En soutenant tous ces partis qui vantent les vertus de ce système économique capitaliste ultralibéral, hein, les millions d'ouvriers ne régleront pas vraiment leur situation économique. Hein. Au contraire, hein. Ils seront confrontés à plus de misère et de pauvreté. Hein. Sachant que la justice générée par le système capitaliste conduira automatiquement vers le développement d'une certaine misère qui affectera les populations les plus pauvres, hein, qui en règle générale sont les populations immigrées. Hein. Nous pouvons trouver un travail convenable. Beaucoup de ces jeunes issus de l'immigration plongeront logiquement dans la délinquance. Hein. La petite délinquance ou la grande délinquance. Hein. Délinquance qui, bien entendu, sera exploitée par les partis de droite, hein, et d'extrême droite qui auront tendance à jouer sur cette corde de l'insécurité grandissante dans nos banlieues. Hein. Les causes de l'insécurité, dont les premières victimes sont les pauvres qui vivent dans ces quartiers, sont d'abord l'insécurité sociale, hein, et le manque de travail. Mais pour des raisons électorales, hein, il est facile de stigmatiser une partie de cette population immigrée, ce qui permet entre autres de déplacer le débat vers des questions sécuritaires et non économiques. Hein. Prenons l'exemple de ce parti d'extrême droite que nous appelons le Front National. Avec ses fausses déclarations sur le social en faveur des petites gens, le Front National défendrait en fait un programme économique ultra-libéral et assez répressif. Hein. C'est bien de faire vibrer la petite fibre patriotique, hein, cette étiquette de la préférence nationale sous couvert de bonnes paroles. Hein. Bah, le FN se sert de cette division des plus pauvres pour permettre au patronat de s'en sortir surtout. En langage plus clair, quel que soit le vote du travailleur, il sera perdant. Parce que qu'il vote à droite ou à l'extrême droite, ça sera la même chose. Hein. La droite, tout comme l'extrême gauche, ont toujours servi les intérêts du patronat. Hein. Et notre petit parti socialiste les avait finalement rejoints depuis l'ère Mitterrand. Hein. Parce que comme vous le savez, depuis Mitterrand, le socialisme a adopté une politique qui nous oriente vers l'ultralibéralisme économique. Hein. Oui, à l'époque, c'était pour permettre à la France de concurrencer ses voisins. Donc on permettait aux entreprises d'acquérir plus de droits, on leur facilitait beaucoup de choses, hein, pour leur permettre d'être beaucoup plus compétitives. En plus, vous aviez remarqué que sous le règne des socialistes, hein, vous aviez autant de licenciements que sous le règne de la droite. Hein. Donc ne vous faites pas trop d'illusions quand vous votez à gauche ou à droite, hein, vous êtes en face des mêmes partis politiques. Hein. Et en plus, aujourd'hui, comme on a intégré l'Union économique européenne, en allant voter, vous votez pour pas grand-chose en réalité. Mais ça, bon, ils ne vont pas vous le dire en face. Hein. Ils vous font croire que vous votez, les élections sont importantes, mais en réalité, il n'y a plus rien d'important. Puisque les oligarchies, c'est-à-dire les milieux banquiers et les grands groupes industriels, ont déjà pris le contrôle économique de nos nations, le contrôle économique et politique. Hein, puisque la politique économique de nos pays est faite, en réalité, dans ces cercles financiers avant d'approcher nos assemblées. Hein. Eh ben oui. Vous avez beaucoup de ces députés pour qui vous votez, en réalité, ont des amis dans la haute finance. Hein. Bah, les Français d'origine étrangère sont doublement perdants, car eux, ils subissent comme tous l'injustice du système capitaliste, mais en plus servent de bouc émissaire aux problèmes rencontrés par le reste de la population. Bah oui. Bah oui,
l'oligarchie a besoin d'un bouc émissaire hein, pour détourner l'attention et orienter le mécontentement populaire. Hein. Ils ne vont pas laisser la crise économique prendre de l'ampleur tout en laissant les Français se révolter. Parce qu'ils doutent bien que les Français vont se révolter contre le système, ils ne vont pas se révolter contre les migrants. Hein. Lorsque vous mettez un parti d'extrême droite en face d'eux qui commence à parler que de l'immigration, ben, ça va tellement les captiver qu'ils vont finir par oublier complètement le vrai problème du pays qui était l'injustice sociale générée par le système économique. Hein. Bah, tous ces immigrants, on les considère comme migrants alors qu'ils sont français depuis plus d'une génération. Hein. Beaucoup d'entre eux sont nés en France, donc ils ont acquis la nationalité française automatiquement. Hein. Bah, pendant que nos médias invitent sur les plateaux TV les responsables du Front National, hein, en les questionnant sur les problèmes liés à l'immigration, eh ben, on occulte des antennes tous ces problèmes sociaux qui sont les fermetures d'usines, hein, les suppressions d'emplois, le chômage, les bas salaires, la remise en cause de certains acquis sociaux, hein, l'augmentation des tarifs de certaines entreprises qui étaient publiques, hein, comme EDF, GDF. Hein. Aujourd'hui, c'est au tour de la Poste. Hein. Bah oui, on est en train de privatiser tout le tissu social du pays et pour pas que vous révoltiez contre cette privatisation accélérée, eh ben, on vous met à l'antenne hein, de l'immigré ou des attaques terroristes de Daesh. D'ailleurs, depuis quelque temps, vous avez remarqué que ça s'était calmé, donc je sais pas, je pense que ça doit rendre malheureux notre gouvernement et surtout l'oligarchie. Hein. Parce que pour l'instant, ils n'ont pas... Si, vous me direz, vous avez le fait divers avec Lactalis. Hein, aujourd'hui, vous avez des socialistes qui veulent déposer déposer une loi contre Lactalis. Eh ben oui, nos chers députés socialistes vont une nouvelle fois nous proposer un faux problème hein, pour ne pas devoir légiférer sur le vrai problème du pays qui est le système économique. Et oui, vous remarquez que nos socialistes font tout pour ne pas parler des problèmes sociaux. Hein. Donc Lactalis, c'est un faux problème qui est mis en avant par nos médias pour vous détourner des vrais problèmes. Bah oui, c'est ça, hein, je ne sais pas comprendre. Comme ils n'ont rien trouvé sur l'immigration ou sur les attentats, bah là on essaye de trouver des faits divers qu'on éteint. Hein. Bon, aujourd'hui, en ce moment, c'est surtout la météo, hein, parce que, comme vous savez, qu'il a plu depuis plusieurs jours, hein, donc les niveaux des fleuves montent. Hein. Bon, on va nous faire des reportages pendant des heures et des heures sur la montée des eaux. Hein. Je ne dis pas que c'est pas important, mais bon, c'est des sujets, c'est des faits divers, je dirais, ce genre de choses. Les inondations, la France en a toujours eu depuis des siècles, hein, ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Sauf qu'on a fait construire des habitations au bord de fleuves, et surtout dans certaines zones inondables. Et pourquoi on a fait construire ces maisons ou ces bâtiments dans ces zones? Parce que c'est à cause de l'argent. Hein. Vous avez des promoteurs qui ont payé des mairies ou des conseils généraux. Tout ça, c'est le business économique. Hein. On construit tout et n'importe où. Pourquoi ils sont inondés les gens aujourd'hui? Parce qu'on a construit des maisons en bord de fleuve. Ceux qui ont construit les maisons en bord de fleuve ne savaient peut-être pas que il arrive souvent que ces fleuves peuvent monter et déborder sur les côtés. Bah oui. Bon, certains vont me dire, oui, mais les principales grandes villes sont construites autour des fleuves. Oui, mais vous n'étiez pas obligé de construire à 10 mètres du fleuve. Hein. Il fallait bien construire beaucoup plus loin, hein, en sachant que c'est inondable. Bon, je reviens à nos médias hein, qui invitent sur nos plateaux TV les responsables du Front National hein, en les questionnant sur ces problèmes liés à l'immigration. Hein, et pendant qu'on parle de ces problèmes, on occulte des antennes, hein, des vrais problèmes sociaux. Par exemple, au sujet de la loi sur le travail, El Khomri, vous avez les dirigeants du FN, l'ex-monsieur Philippot, puisque comme vous le savez, il a quitté le Front National depuis. Hein, et Madame Marine Le Pen, eux diront dans un communiqué qu'ils approuvaient ce texte. Et Philippot, lui, ajoutait qu'il condamnait les manifestations organisées contre cette loi. Vous vous rendez compte? C'est un parti d'extrême droite qui prétend travailler au nom du peuple, et en réalité, vous voyez bien qu'ils servent les intérêts des patrons. Sauf que comme c'est un parti anti-immigré, ben, il captive les passions des gens.
Et les gens n'ont pas compris qu'ils sont en train de tomber dans un piège avec ce Front National qui est complètement instrumentalisé, hein, comme vous le savez. Que disait M. Philippot? Il condamnait les manifestations organisées contre cette loi et il disait nous devons être attentifs aux problèmes des entreprises. Eh ben, dis donc. Et le vice-président du FN, Louis Alliot, lui, ça a été expliqué longuement dans le journal Le Figaro. Hein. Je vous donne les quelques phrases. Hein. Si l'on porte un discours social, il faut aussi l'avoir pour les entreprises. Il faut bien admettre que les fonctionnaires, même les petits, sont mieux lotis. Hein. Je suis favorable à l'État fort, mais cet État doit être au service des entreprises. Il doit peser sur un certain nombre de lois. Là, vous avez l'impression, à travers le Front National, on a l'impression d'entendre le MEDEF parler. Hein. Vous avez remarqué quand même. Donc maintenant, nous savons que ce parti d'extrême droite est en fait instrumentalisé par nos médias. Hein. Pourquoi par nos médias? Comme je l'ai dit, hein, car l'oligarchie qui compose nos banques et nos grands groupes industriels ont pris le contrôle de 90% de notre réseau médiatique. Hein. Oui. Donc c'est un peu normal qu'on fasse de la publicité au Front National, puisqu'on sait que c'est un parti qui travaille, qui sert les intérêts du patronat directement. Notre société se modernise, hein. La robotisation de nos entreprises est un autre facteur qui nous explique pourquoi l'oligarchie nous avait fabriqué ce bouc émissaire qu'on appelle l'immigré. Le vrai responsable de la montée du chômage n'est pas l'immigré, hein, mais une robotisation accélérée qui détruit des millions d'emplois dans plusieurs secteurs d'activité. Et en plus de cette robotisation, comme j'ai expliqué, vous avez eu les chocs pétroliers hein, qui ont accéléré la montée du chômage. Hein. Et dans quelques années, le coût horaire d'une machine, vous verrez, je parle de l'entretien et de la maintenance de la machine, sera d'ici peu inférieur à celui d'un salarié chinois ou asiatique. Hein. Puisque comme vous le savez, les salariés chinois commencent à demander un peu plus de droits maintenant. Ce qui pousse certaines entreprises à vouloir revenir en France, puisqu'ils se rendent compte que la main-d'œuvre commence à devenir un peu plus chère dans ces pays. Eh ben oui, c'est logique. Hein. Donc vous avez certaines entreprises qui reviennent en France, hein, parce qu'ils ont cru qu'ils allaient pouvoir profiter du bas salaire de ces ouvriers dans ces pays, hein, pour pouvoir augmenter leurs profits, mais ils se sont rendus compte que comme ces ouvriers commençaient à réclamer des augmentations, le profit du patron commençait à baisser. Donc plus aucun intérêt dans ces pays. Hein. D'ailleurs, les délocalisations, je pense que, je ne sais pas, mais bon, vous avez des entreprises qui peuvent délocaliser, fermer leur société et aller dans un pays pour reconstruire la même société, hein, en licenciant des centaines de personnes. Hein. Ces gens, on leur dit rien. L'immigré qui travaille toute la journée, lui, par contre, c'est le problème de la société. C'est pareil pour ces grands industriels et ces grands banquiers qui vont mettre leur argent dans les comptes offshore à l'étranger. Eux, ils n'ont rien à craindre. Hein. Eux, c'est des gens, c'est pas des délinquants, ces gens. On nous prend vraiment pour des idiots. Hein. Par contre, le petit jeune beurre des banlieues qui va voler un vélo, lui, il va se faire arrêter par des policiers qui vont presque l'insulter, je dirais. Et puis il aura droit à une amende, voire un petit mois de prison au sursis. Oui. Parce que de nos jours, on arrête les voleurs de carambars. Oui. Après, on se demande pourquoi nos prisons sont pleines. C'est normal. On est dans un système ultra policier, ultra répressif, hein, qui arrête à tout va, tout en sachant que ces gens n'ont pas de travail. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les voler. Pourquoi ils n'ont pas de travail? Parce que nous sommes dans des systèmes économiques qui permettent à nos oligarchies de s'enrichir. Vous avez par exemple, j'avais entendu dans une radio que le PDG ou l'ex-PDG de Carrefour touchait en une journée ce qu'un ouvrier touche en une année. Vous vous rendez compte? Quand vous entendez ça, puis on nous dit qu'il a volé un vélo, donc il va faire 3 mois de prison, je me pose des questions quand même. Hein. Oui, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre société. Hein. Bon, comme je viens de le dire, dans quelques années, le coût horaire d'une machine va coûter beaucoup moins cher. Hein. Et ensuite, toutes ces machines occuperont de plus en plus d'emplois, hein, au fur et à mesure de leur perfectionnement, puisque bon, il faut construire ces robots, il faut les faire marcher, il faut les entretenir. Hein. Et puis l'abaissement de leur coût de production est assez intéressant, hein, puisque le patron va rentabiliser ces robots. Hein. Ce ne sont pas des êtres humains. Ils ne prennent pas de congé, ils ne tombent pas malades, hein, ils ne demandent pas d'augmentation.
Il ne se fatigue pas, donc le robot, lui, peut travailler 24 heures sur 24. En confiant aux machines les tâches les plus pénibles et répétitives, hein, les emplois ingrats, c'est-à-dire très très difficiles, finiront par disparaître hein, dans le futur. Hein. Mais le problème, c'est qu'une autre question va se poser. Hein. Quels emplois seront faits pour les êtres humains de demain? Et pour les millions d'êtres humains qui ne travaillent plus, comment seront-ils payés? Par qui et par quel système? Bon, on parle beaucoup du revenu universel. Bah, c'est ça le problème, c'est que comme nos sociétés sont en train de se robotiser, pour l'instant, le revenu universel, parce que ces entreprises se robotisent, mais c'est pour les intérêts du patron. Tant que ces entreprises n'appartiendront pas à l'État, ben, on ne pourra pas parler de revenu universel. Parce que si ces entreprises ultra robotisées appartenaient à l'État, l'argent qu'ils gagnent en vendant les produits que ces robots fabriquent permettrait de payer ce revenu universel. Et là, comme ces entreprises sont tenues par des hommes privés, hein, des patrons, ils sont dans le domaine du privé, hein, les patrons, eux, vont se permettre de gagner le bénéfice qu'ils mettront dans leur compte bancaire personnel. Et là, bah, pour le revenu universel, je ne vois pas les patrons commencer à donner de l'argent. Donc, ce qu'il faudrait dans le futur, c'est commencer à nationaliser les entreprises qui se robotisent assez rapidement. Bah, notre société se modernise à une vitesse accélérée. Hein. Vous voyez la multiplication des automates. Hein. Plus besoin d'aller à la banque pour retirer de l'argent. Vous allez au distributeur à billets. Et là, c'est la même chose hein, quand vous entrez dans un bureau de poste. Hein. Vous vous retrouvez devant une série d'automates hein, qui vous délivrent des timbres et toutes sortes d'autres services. Hein, qui à l'origine, vous le savez, étaient faits par un employé. Hein. Même à la poste, hein, tous ces employés sont amenés à disparaître dans le futur. Bah, vous retrouvez la même chose dans les gares. Hein. Les clients n'ont même plus besoin de passer par le guichet pour acheter un billet. Vous allez dans l'automate, vous tapez votre destination et vous mettez votre carte bancaire et voilà, on vous donne le ticket. Et bon, là, j'en viens aux hypermarchés. Hein. Là, on assiste aussi à une multiplication des automates hein, pour encaisser les achats. Hein. Bah, le métier de caissière, lui, va tendre à disparaître hein, au profit d'un travail d'assistance hein, et de surveillance du client, hein, comme vous l'avez remarqué. Hein. Quand vous allez dans une caisse automatique, la caissière se contente de vous surveiller, c'est tout. Hein. Bah, les caisses automatiques avaient été expérimentées il y a une quinzaine d'années, hein, puis installées progressivement depuis l'année 2004 dans les grandes surfaces, hein, comme Auchan, Casino, Carrefour, hein, Monoprix, hein, Ikea, la Fnac et Leroy Merlin, oui, ça se répand partout. Aujourd'hui, ces machines seraient plus de 10 000 en France, mais bon, ça va continuer à augmenter, il ne faut pas vous leurrer. Hein. Bah, la caisse automatique fonctionne selon deux techniques. Hein. La première, ce sont les caisses libres service. Hein. Bah, elles sont à Paris les premières. Hein. Bah, celles-là sont conçues pour ceux qui ne font pas des gros achats. Vous savez, vous avez quelques articles, moins de 10 articles. Hein. Bah, oui, c'est un peu logique parce que pour poser, comme vous le voyez dans la vidéo, là, poser ses courses, ça ne doit pas dépasser une dizaine d'articles. Hein. Vous les posez là en général dans le bac qui est là, vous voyez. Le client fait ses courses puis scanne lui-même ses articles à une caisse en les posant au fur et à mesure sur une balance qui vérifie la correspondance entre la référence scannée et le poids de l'article. Hein. Ensuite, il paye un employé chargé de superviser l'activité des clients et d'intervenir en cas de blocage ou d'erreur. En général, sur 3 ou 4 automates à la fois. Ça, vous l'avez remarqué. Hein. Dans toutes les grandes surfaces, hein, vous avez toujours quelqu'un qui est là, un employé, et vous avez 5 automates. Hein. Quand vous avez un client qui est bloqué avec son automate, et ben, cet employé va venir le voir pour débloquer l'automate. Ben, le second système de caisse automatique concerne les plus gros achats. Hein. Le client prend à l'entrée du magasin un petit appareil, un scanner pour être plus précis, avec lequel il scanne au fur et à mesure les produits qu'il met dans son chariot. Hein. Ensuite, il vient reposer son flasher à une borne spéciale où il règle ses achats. Hein. Bon, vous avez toujours des employés qui sont postés là pour intervenir en cas de problème. Hein. Et dans certains cas, effectuer une vérification sur le contenu du chariot, parce que vous savez qu'on le gars a soi-disant tout flashé, puis il passe le chariot. Hein. Et si le chariot est rempli, quelquefois les employés ne vont pas se fatiguer à vérifier. Hein. Bah là, dernièrement, vous avez le géant Amazon, lui aurait mis au point un concept encore plus impressionnant, Amazon Go. Bah là, il vous suffit d'entrer dans le magasin, vous prenez n'importe quoi, n'importe quel produit, et de ressortir sans avoir à dégainer votre carte bleue hein, ou votre portefeuille.
Bah, le concept était en test auprès des salariés du siège d'Amazon à Seattle, hein. Celui-ci devait ouvrir au grand public en janvier, mais bon, il n'avait jamais été ouvert parce il y a des problèmes techniques, hein. C'est-à-dire, ils expliquaient que les caméras ne pouvaient pas suivre deux personnes qui étaient trop proches. Et au-delà de 20 clients dans le magasin, le système ne fonctionnait pas très bien. Mais je vous rassure, hein, ce système ne va pas tarder à bien fonctionner et dans quelques années, vous n'aurez qu'à rentrer dans le magasin, vous faites vos courses, vous mettez dans le chariot, vous ressortez. Parce que bon, vous aurez, grâce à un logiciel, tout sera fiché numériquement. Bah, ça nous ramène au fameux 666 qu'on trouve dans le chapitre 13 de l'Apocalypse de Saint Jean, hein. Vous ne pourrez pas acheter, il suffit que dans le futur, vous ayez des problèmes avec un régime autoritaire, et ce régime n'aura qu'à bloquer votre compte virtuel, c'est-à-dire numérique, hein, et vous ne pourrez plus rien acheter. Alors qu'avec l'argent liquide, vous pouvez quand même si le gouvernement, le régime peut vous bloquer votre compte, mais bon, à gauche et à droite, vous pouvez récupérer de l'argent et aller vivre. Mais là, avec ce système, c'est fini. C'est-à-dire, une fois que les autorités coupent votre code, vous ne pouvez plus accéder. Bon, je dis vous ne pouvez plus accéder. Vous savez que chaque époque a ses pirates, hein, donc certains trouveront le moyen de pouvoir entrer des codes virtuels piratés pour pouvoir acheter, hein, bah oui. Mais il faudra qu'ils s'éloignent assez rapidement de la bande parce que ça sera vite repéré par les systèmes informatiques, surtout s'il est recherché. Puisque dès qu'il est repéré, il est recherché, les caméras qui sont dans le lieu vont être visualisées, bah oui. Bon, là je vais vous faire montrer un petit extrait du fameux système Amazon Go, hein. Vous allez voir, c'est incroyable. C'est incroyable, mais bon, qui va faire perdre beaucoup de caissières, hein, qui va nous faire perdre beaucoup de caissières. Je pense que les supermarchés du futur seront complètement automatisés, hein. Il ne faut pas vous leurrer, vous aurez que quelques employés qui géreront la maintenance, c'est tout, hein. Ou vous aurez un peu la surveillance aussi, hein, pour que les gens ne volent pas tout. 4 years ago, we started to wonder, what would shopping look like if you could walk into a store, grab what you want, and just go? What if we could weave the most advanced machine learning, computer vision, and AI into the very fabric of a store, so you never have to wait in line? No lines, no checkouts, no registers. Welcome to Use the Amazon Go app to enter. Then put away your phone and start shopping. It's really that simple. Take whatever you like. Anything you pick up is automatically added to your virtual cart. If you change your mind about that cupcake, just put it back. Our technology will update your virtual cart automatically. So, how does it work? We used computer vision, deep learning algorithms, and sensor fusion, much like you'd find in self-driving cars. We call it Just Walk Out technology. Once you've got everything you want, you can just go. When you leave, our Just Walk Out technology adds up your virtual cart and charges your Amazon account. Your receipt is sent straight to the app, and you can keep going. I thought it was amazing. I've never seen anything like that. Going up and down the steps was very cool, because that I would think would be really hard, especially going back down the steps. That was cool. See it this close and how fluid it is insane. It's pretty insane. I felt almost an emotional connection with it. Almost immediately, I could see how, humans could definitely get attached on that level. I thought it was a wonderful piece of technology. The advancements only seem to have gone further from the original. Just the capability of him is outstanding. For a minute there, you just wonder if there's actually somebody inside that thing, To see a robot get the movement in his arms and shoulders and all the joints it would expect a human to have, so it was pretty impressive. Yeah, I did not know robots could do that kind of stuff.
That Asimo was awesome. Asimo was awesome. Yeah, it was incredible. He's awesome. He is. I think everybody should have one.